projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Direction Ouagadougou, où une artiste extraordinaire donne vie à des poupées africaines qui célèbrent l'identité et la culture du continent. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Marie-Paule Ocry, militante des droits des femmes, revient sur ses combats et les enjeux actuels en Côte d'Ivoire. Les missions de la Ligue sont déjà promouvoir les droits des femmes, donc l'égalité des sexes, faire des sensibilisations sur le terrain pour aboutir à plus de droits. À Ouagadougou, le projet Poupée Mania célèbre l'identité africaine à travers des poupées artisanales, offrant aux enfants des modèles qui reflètent la culture et la fierté du continent. Je passais juste là, j'ai découvert la boutique Poupée Mania. Et pour vous dire vrai, c'est vraiment impressionnant parce que là, on a un mélange d'art et de culture. C'est très joli et c'est très bien fait. Des veuves qui refusent les brimades et l'expropriation, certaines femmes de Pointe-Noire sont bien décidées à se battre contre les préjugés rencontrés à la mort de leur mari. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade ? Et si les jouets pouvaient raconter l'histoire d'un continent ? À Ouagadougou, au Burkina Faso, une artiste a relevé ce défi en créant des poupées qui ne sont pas seulement des jouets, mais de véritables ambassadrices de l'identité africaine. Bienvenue dans l'univers de Poupée Mania, où chaque poupée incarne la fierté, la culture et la beauté de l'Afrique. C'est un monde coloré et authentique pensé pour inspirer les jeunes générations et leur rappeler qu'elles aussi font partie d'une grande histoire. Un reportage de Sonia Copti. C'est dans ce cadre chaleureux et enchanteur que Abi Marie crée ses poupées africaines. Des œuvres d'art reconnaissables à leurs foulards soigneusement noués ou leurs cheveux crépus. Le style vestimentaire impose l'identité africaine, celle d'hommes et de femmes fiers, épanouis et travailleurs. En plus d'être destinées aux enfants pour le jeu, les œuvres de la maison Poupée Mania sont aussi décoratives et utilitaires. Ça, c'est la poupée serviette. Voilà, on essuie les mains. C'est une dérouleuse de papier. Voilà. Et ça, c'est la poupée Choubabi. Choubabi, c'est la poupée Barbie, mais on ne va pas dire Barbie parce que c'est la poupée africaine. La poupée décorative qui, voilà, elle tient tout ce qui est bureau. Voilà, les stylos, voilà, les tampons. Poupée princesse. Voilà. Ça, c'est une poupée qui tient son panier. Voilà. Et celle-là, c'est une poupée décorative, simplement décorative. Voilà. Il y a les saramani, les petites saramani, les poupées véhicules, les poupées porte-bijoux. Voilà, bien finies, voilà, avec des perles en dessous. Cette poupée, par exemple, il y a une mariée qui l'a commandé 300 pièces pour les invités, voilà, de son mariage. Et les visiteurs que nous rencontrons sur place, clients fidèles ou nouveaux qui découvrent, se montrent émerveillés par ces articles. Je passais juste là, j'ai découvert la boutique Poupée Mania. Et pour vous dire vrai, c'est vraiment impressionnant parce que là, on a un mélange d'art et de culture. C'est très joli et c'est très bien fait. Donc voilà, je suis là avec ma petite sœur chérie. Elle fait bientôt le CEP, donc on pourrait quand même lui offrir cette poupée-là à son anniversaire. Vraiment, c'est très joli. Voilà. Et il y a quoi en bas ? Papa et paix et amour. Voilà, c'est vraiment super. Les poupées que moi j'ai à la maison, elles sont en plastique et elles ont une peau blanche. Mais par rapport aux poupées que je vois ici, elles sont bien habillées, traditionnelles. J'aime bien. Pourquoi ? Parce que moi, je suis africaine. Toutes les pièces sont des créations uniques et se comptent par dizaines. Les poupées sont entièrement faites main et à base de matériaux locaux sélectionnés avec soin pour préserver la santé des enfants. On travaille avec le fer mou, on travaille la mousse avec les laines et puis le jersey. Ce tissu-là, le tissu marron qui représente le corps. C'est un peu différent des poupées faites à l'usine. Par exemple, les poupées industrielles, c'est fait avec des
des sachets, des trucs recyclés. Parce que les enfants, ils mettent tout dans la bouche. Tout ce qui est joué, ils mettent directement dans la bouche. Il y a beaucoup de cancers d'enfants. Ça vient d'où, on ne sait pas. On met à la place des yeux, c'est un peu risqué, je vais dire. Mais on peut quand même éviter cela en utilisant des poupées fermées parce qu'on sait comment c'est fait. On peut même venir à l'atelier visiter, on sait comment c'est fait. Moi, j'ai été à l'école jusqu'au CM1. Nous avons dû fuir notre ville à cause du terrorisme. Et cette dame m'accueille pour me former à la fabrication des poupées. J'ai déjà beaucoup appris. Bientôt, si je m'applique, je pourrai aussi ouvrir un atelier pour pouvoir me prendre en charge. C'est depuis plus de 30 ans que cette artiste plasticienne travaille sur les poupées africaines. 500 pièces en moyenne sont produites mensuellement. À la demande des clients adultes, elle crée d'autres types de poupées, essentiellement décoratives à base de toiles et d'objets de récupération. Ici, par exemple, c'est Afrique Dia, ça veut dire la crème de l'Afrique. On voit toujours l'Afrique en noir. On peint toujours l'Afrique en noir. Les décès, les maladies et tout. Moi, je dis non. L'Afrique aussi, c'est des couleurs, c'est la beauté, c'est la fête, c'est la joie. Il y a une poupée fleur, voilà, qu'on peut offrir à une mariée. Voilà, cadeau de mariage, elle va déposer dans son salon. Les chefs, comme ici, on le dit, ici, on aime bien la chefferie. Ils sont toujours bien habillés. Les socles de récupération, voilà. Moi, j'utilise ça parce que je vois les bonnes dames qui se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher les condiments dans les jardins pour vendre sur les marchés. Donc, je leur demande de me vendre leurs pièces usées, les pièces usées de vélo. Même si elles vendent chez les mécaniciens à 50 francs, 100 francs, moi, je trouve que c'est un peu chose, voilà, donc, elles viennent me vendre ça, je leur donne quelque chose, 1000 francs, 2000 francs. Et depuis, je tombe sur le charme de ce qu'elle fait. Ces collections avec le socle de fer, avec les pièces de moto, de vélo et le tissu. C'est vraiment, et puis ça représente toute l'Afrique avec les couleurs. Par exemple, cette petite collection-là, je pense que je vais la prendre. C'est des pièces faciles à transporter que tu peux offrir à quelqu'un qui peut poser dans son bureau, qui peut poser dans son salon. Les œuvres de Poupée Mania lui ont valu plusieurs distinctions, dont la reconnaissance de la nation à travers une décoration. Les poupées sont exportées dans plusieurs pays de la sous-région africaine, de l'Europe et de l'Asie. Notre invitée du jour est Marie-Paule Aukry, dont la voix résonne bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Militante infatigable, Marie-Paule Aukry a fait de la lutte pour les droits des femmes sa mission de vie. Présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes et honorée par le prestigieux prix Simone de Beauvoir, elle nous rejoint pour partager son parcours inspirant, ses défis et ses victoires. Regardez. Marie-Paule Aukry, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes la cofondatrice de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Qu'est-ce que le prix Simone de Beauvoir signifie pour vous personnellement et pour la Ligue ivoirienne des droits des femmes? Recevoir ce prix-là, ça me fait chaud au cœur, ça me fait savoir que mes actions sont vues au-delà de mon pays, au-delà de mon continent. Pour la Ligue, ce prix représente une certaine validation de nos actions sur terrain. Je crois, je me dis, il ne faudrait pas que je parle pour les autres, mais une certaine validation et ça montre que ce que nous faisons a de l'impact et donc de la visibilité. Pouvez-vous nous parler des missions principales de la Ligue ivoirienne des droits des femmes et des objectifs? Les missions de la Ligue sont déjà promouvoir les droits des femmes, donc l'égalité des sexes, faire des sensibilisations sur le terrain pour aboutir à plus de droits. Aussi travailler pour l'éducation, donc l'accès à l'éducation et à la santé. On aimerait s'assurer qu'il y ait plus de femmes instruites sur les questions scolaires déjà et aussi sur les questions de santé, donc santé de la reproduction et santé tout court, quoi. Ensuite, une promotion pour la représentativité des femmes dans les instances de décision. Voilà, et enfin lutter pour
l'égalité économique. Et nos objectifs, ça coule de source, hein, ça coule de nos missions, donc réduire la discrimination basée sur les femmes, réduire le taux d'analphabétisme dans la population féminine et faire connaître en fait aux femmes le droit à la santé, santé tout court et santé reproductive, et aussi permettre aux femmes du milieu rural d'être plus autonomes financièrement. Voilà, je pense que ça traduit mieux ce que je suis en train de dire. Quels sont les défis les plus urgents que rencontrent les femmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les défis les plus urgents, déjà, c'est les violences basées sur les femmes. On ne fait pas une journée sans recevoir d'appels pour des cas de viol, de violence physique, de déni de ressources. Donc ça, c'est déjà une urgence. C'est déjà un gros défi. Il y a aussi l'accès à la terre qui est un gros défi en milieu rural. Il y a aussi l'accès aux opportunités et tout. La participation politique des femmes, la représentativité des femmes dans les instances de décision, parce qu'il y a vraiment très peu de femmes dans nos instances de décision. Donc, au gouvernement, on a peu de femmes. À l'Assemblée nationale, on a aussi peu de femmes. Je pense 34 sur 254 députés. J'espère ne pas me tromper, mais c'est dans cette tranche-là. Aussi dans le gouvernement, je pense qu'on a moins de 10 femmes. Je pense que c'est peu. On a trop de femmes intelligentes en Côte d'Ivoire pour se retrouver dans cette petite marge-là. Comment votre organisation y répond-elle? Déjà au niveau de la lutte pour la réduction des violences basées sur les femmes, nous faisons des sensibilisations, nous faisons aussi des plaidoyers auprès des décideurs, donc des politiques publiques, afin qu'on ait des lois plus fortes, qu'on ait l'effectivité aussi de ces lois-là sur le terrain. Pour la participation des femmes dans la politique, on fait des formations politiques, on fait aussi des plaidoyers, parce qu'il faut toujours faire des plaidoyers auprès des décideurs, afin qu'on puisse avoir des lois qui permettent, qui favorisent les femmes dans la lutte pour le pouvoir. Oui, pour le pouvoir. Aussi pour l'accès à la terre, heureusement nos lois en Côte d'Ivoire permettent aux femmes d'accéder à la terre, d'hériter. Malheureusement sur le terrain, on se heurte en fait aux droits coutumiers où les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc là, c'est aussi une question de sensibilisation pour montrer par exemple aux décideurs villageois, aux chefs coutumiers qu'il est intéressant pour les femmes d'avoir leur terre, parce que ces femmes-là produisent 80% de notre alimentation et nous sommes dans une question de sécurité et souveraineté alimentaire. Et ce sont ces femmes qui produisent tout ce qu'on mange. Les hommes sont de grands producteurs, mais des producteurs de cacao, d'EVA, vous convenez avec moi que personne ne mange ça directement. Pourtant, ces femmes-là produisent de l'aubergine, du riz, des légumes et autres. Donc, il est très important et urgent qu'elles aient accès à la première ressource pour pouvoir nous fournir tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le pays a besoin. Elles sont vraiment utiles et il est urgent de répondre en fait à cette problématique. Pouvez-vous partager une initiative ou un projet récent de la Ligue qui a eu un impact significatif sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire? On a aussi une initiative de la Ligue avec d'autres organisations appelée Compter pour toutes, où nous demandons aux politiques publiques de permettre des études en fait sur les violences faites aux femmes, donc de chiffrer. Et quand on a des chiffres, on arrive à mieux travailler, à mettre des mécanismes, à mettre un système pour pouvoir répondre aux préoccupations des femmes. Parce que là, si on ne sait pas combien de femmes, par exemple, sont battues par jour, si on n'a pas une estimation, il serait difficile de dire qu'on veut construire des centres d'accueil. Vous construisez sur la base de quoi? Il serait difficile de dire qu'il faut un commissariat dans tel lieu et tout.
Vous construisez ça sur la base de quoi? Donc, ce sont ces deux initiatives-là qui me reviennent déjà, mais il y en a une panoplie. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans plusieurs pays d'Afrique, devenir veuve est souvent le début d'une terrible déchéance émotionnelle et financière. Rites humiliants, brimades de la belle famille ou même expropriation. La vie de nombreuses veuves s'apparente à une punition. La situation est exacerbée par l'ignorance des droits et l'esprit de fatalité des victimes. Mais à Pointe-Noire, un groupe de femmes a commencé un long travail de réflexion pour faire évoluer les mentalités. Regardez. Devenir veuve au Congo est le plus souvent le début des injustices inimaginables, avec notamment la disparition de fait de tous les droits. La veuve est souvent expulsée du domicile conjugal, les biens confisqués, elle est même privée de la pension de son défunt époux. Clémence Goma l'a appris à ses dépens. Ils m'ont privé de la pension de mon mari. Ils me tournent en dérision, soi-disant que je ne peux plus en bénéficier du fait des procédures compliquées. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade? Au Congo, le mariage civil est obligatoirement précédé du mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage traditionnel est fondé sur la dot, mais bien qu'elle soit plafonnée à $100 par la loi, le mariage coutumier est devenu de plus en plus coûteux. Pour la cérémonie de demande en mariage, le prétendant peut dépenser jusqu'à $10 000 du fait de nombreux cadeaux, d'une enveloppe destinée à la belle famille et de la réception des convives. Beaucoup de jeunes redoutent ainsi cette cérémonie préalable au mariage civil et s'installent de fait dans un concubinage à durée indéterminée. Comment quelqu'un peut vivre avec la fille d'autrui 15-20 ans sans l'emmener à la mairie? Ou on supprime l'obligation d'abord de doter et on va à la mairie et on vient faire la dot. Donc c'est ce que dit le code de la famille. Il faudrait qu'un des parents certifie que la dot se fera après le mariage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne dit pas d'abord dotez-vous avant d'aller vous marier. On dit vous pouvez aller vous marier à la condition qu'il y ait une attestation que les mariés donc, viendront célébrer leur dot. Or nous avons inversé tout cela. La famille du marié a du mal à accepter ces dépenses excessives destinées à l'organisation de la fête, les divers cadeaux et de l'enveloppe offerte à la belle famille. Elle attend souvent le moment opportun pour se venger. Face à la multiplication des abus contre les veuves, Jessica Ngoma a eu l'idée de créer le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre. C'est une association de juristes femmes. Elle s'emploie à lutter contre ces injustices au Congo par la sensibilisation et le plaidoyer. La femme ne devrait pas perdre ses droits. Et effectivement, cela veut tout dire et cela nous interpelle. Parce que nous avons souvent l'impression que lorsque la dame enterre son mari, elle enterre ses droits avec. Et c'est assez aberrant en plein 21e siècle où nous sommes. Parce que pour cause, il y a encore des lois qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas toujours appliquées comme il se doit. De fait, le droit à la propriété, à l'héritage sont prévus par la Constitution. Pourtant, ils échappent encore aux veuves qui rechignent à revendiquer devant les tribunaux par peur des représailles ou alors par ignorance. La situation des femmes en concubinage ayant perdu leur conjoint est plus préoccupante. Elles ne peuvent profiter d'aucune protection légale pour hériter de leur défunt conjoint. Et ce statu quo est bien ancré dans les mentalités au Congo. Une femme qui se fait appeler veuve et qu'on considère qu'elle doit être mariée officiellement
et l'État doit lui reconnaître pour la remettre dans ce droit. Elle doit être mariée. Ce n'est pas une femme qu'on a mariée seulement coutumièrement. Le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre accompagne au quotidien de nombreuses veuves et femmes devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Au-delà de l'accompagnement juridique, ces juristes visent aussi l'autonomisation économique des veuves. Créer une coopérative des veuves pour qu'elles puissent travailler ensemble, s'encourager, s'entraider et surtout avoir de l'argent du fait de leurs activités. C'est là cette question d'autonomisation de la femme et nous sommes vraiment en train d'encourager toutes les femmes à penser à être autonomes, à trouver des formules pour être autonomes. Plusieurs experts estiment que la dot autrefois symbolique s'apparente à une marchandisation de la femme et qu'elle est un frein au mariage légal au sein de la société congolaise. Peut-être faudrait-il lui restituer sa valeur symbolique pour éviter les tensions familiales et rendre aux femmes leur dignité. Le prochain défi du groupe de réflexion est d'intensifier son lobbying auprès du gouvernement et des députés pour bousculer la léthargie ambiante qui entoure ce sujet sociétal complexe. Retrouvons tout de suite notre invité. Nous plongerons dans son parcours personnel, explorant ce qui l'a motivé à se battre pour la justice et comment elle équilibre ses responsabilités militantes et sa vie personnelle. Regardez. Marie-Paule Aukry, bienvenue pour la deuxième partie de cette interview. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder la Ligue ivoirienne des droits des femmes ? Il faut dire, avant la création de la Ligue, je militais sur Internet. Je suis agronome de formation et donc je suis très souvent au milieu rural et donc je partageais les défis des femmes du milieu rural sur Internet et tout. Et d'un autre côté, les autres membres fondatrices de la Ligue aussi partageaient des choses en lien avec leur formation. Et un jour, nous étions là, on a toutes été émues par une vidéo qui relatait une violence, c'était tellement violent, on voyait une femme tomber d'un balcon. Et donc là, nous nous sommes réunis, nous sommes allés sur place, celles qui étaient sur Abidjan, moi je n'étais pas là, mais derrière je menais la communication aussi. Elles sont allées et après on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer quelque chose d'assez formel pour pouvoir être en quelque sorte la voix de ces femmes-là. Et c'est comme ça que la Ligue est née. Comment les valeurs que vos parents vous ont transmises ont-elles influencé votre parcours et votre engagement en faveur des droits des femmes ? J'ai eu un père assez féministe, il faut le dire. C'était pas le père qui me disait que tu as une femme, voilà, donc tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. C'était un père avec qui je partais souvent à la chasse. C'est vrai qu'on revenait avec rien parce qu'on n'était pas de grands chasseurs. C'était le père qui me faisait lire son journal, qui m'a dit qu'il n'y a pas de barrière, que même le ciel n'est pas une limite pour moi parce que des personnes ont marché sur la lune. Donc voilà, je sais pas, je peux pas parler d'un déclic assez spécial. J'ai toujours été comme ça. La cause des femmes m'a toujours préoccupée. Comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie personnelle et vos responsabilités en tant que militante ? Heureusement, les choses ont réussi à s'emboîter. Je suis militante féministe à la Ligue, responsable du département des interventions sociales. Je suis agronome de formation et en formation. Et j'ai réussi à mettre mes compétences au service de mes convictions. Donc, quand je pars au milieu rural pour faire la mise en place de groupements féminins, c'est grâce à mes compétences d'agronome. Et quand je forme des femmes en agriculture écologique, en fabrication d'engrais organiques, pesticides organiques, c'est surtout à cause de grâce plutôt à mes compétences académiques, donc professionnelles. Il n'y a vraiment pas de dissociation. Les choses ont réussi à s'emboîter. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui aspirent à devenir des leaders dans la lutte pour les droits des femmes ? À celles qui me regardent, je peux leur dire de laisser s'exprimer en elles cette conviction-là.
cette conviction-là. On ne pourra pas toutes être Marie-Paul, on ne pourra pas toutes être Simone de Beauvoir, on ne pourra pas toutes être Constance Yahi, mais à notre niveau, on peut agir. Par exemple, sur Internet, moi, quand certaines me disent je t'admire, tu es toujours sur le terrain, on ne peut pas faire comme toi, je leur dis toujours, mais c'est grâce à vous que j'ai de la visibilité, vous partagez mes initiatives et donc vous agissez à votre niveau. Donc elles peuvent à leur niveau faire ce qu'elles ont à faire pour la cause des femmes, et la cause des femmes, c'est la cause du pays, parce que les femmes représentent près de la moitié de la population. Donc, nous sommes dans une mondialisation, nous sommes dans un monde où chaque pays est pesé en fonction de sa valeur économique. Donc, si on met de côté une partie de la population, on se rend compte que nous sommes en train de perdre de l'argent, nous sommes en train de perdre de la ressource humaine, nous sommes en train de perdre des compétences. Donc, il faut lutter pour le pays, pour les femmes, bon, pour leur vie en fait, parce qu'elles en ont le droit, tout simplement. Et finalement, quel message voulez-vous transmettre pour garantir ces droits en Côte d'Ivoire? Mon message fort, c'est que toutes les femmes ont droit à la justice, ont droit à la vie, ont droit au respect. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre constitution qui le dit. Et donc j'appelle nos gouvernants à travailler à cet effet pour ne plus jamais que les femmes soient seules. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Marie-Paul Okri ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de Business Africa. Bonne semaine à tous.